Souvenez-vous, il y a encore quelques années, un peu partout on voyait popper des créateurs armés d'un GorillaPod surplombé d'un boîtier photo et de son micro Rode. C'était littéralement impossible d'ouvrir YouTube sans tomber sur des vlogs entrecoupés de b-roll au ralenti, de séquences d'un café pris à 120 fps et le tout en 4K. C'était l'âge d'or du filmmaking sur YouTube. Un mouvement mené par des créateurs visionnaires comme Casey Neistat et Peter McKinnon. Mais alors, aujourd'hui, l'ascension a été fulgurante pour beaucoup, presque aussi rapide que la chute, car pour la plupart des créateurs de cette époque, la hype semble avoir totalement disparu. Et pourquoi? Et surtout, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Avant toute chose qu'on parte sur de bonnes bases, cette vidéo elle a pour but de faire l'analyse d'une tendance. En aucun cas je ne juge qui que ce soit et l'idée c'est de comprendre comment un secteur évolue, d'autant plus que c'est mon secteur à moi aussi. Et cette vidéo, ce n'est en aucun cas non plus une énième vidéo YouTube c'était mieux avant patati patata, parce que dans mon cas, tout va très bien et vous allez comprendre pourquoi en fin de vidéo. Mais rentrons dans le vif du sujet et pour bien comprendre de quoi on parle, faisons un petit retour en 2012. À cette époque, il y a un gars qui est quasiment seul sur le créneau et il s'appelle Casey Neistat. Après avoir bossé sur quelques projets pour HBO, entre autres, il explose sur YouTube avec sa vidéo Make It Count, 32 millions de vues au compteur aujourd'hui, et à partir de 2015, il lance le concept de vlog quotidien. Concept archi revu aujourd'hui, mais pour l'époque, c'est nouveau et ça va littéralement révolutionner YouTube et la création de vidéos sur de nombreux aspects. Avec Casey Neistat, le filmmaking, ce n'est plus simplement faire des vidéos, ça devient un style de vie. Le mec est là tous les jours avec ses lunettes de soleil emblématiques en train de rider son skate électrique à travers New York. Ne faites jamais ça, d'accord? Ne faites jamais ce qu'il fait lui, même ailleurs qu'à New York. Ces vidéos sont des vlogs, mais ce sont aussi des petites pépites visuelles au storytelling totalement innovant. Et ça plaît. Et en plus, ça semble facile et naturel. Ça plaît au point que beaucoup de créateurs ou d'apprentis créateurs vont vouloir s'en inspirer. Comme par exemple un certain Peter McKinnon, un photographe canadien qui va exploser en décembre 2016 avec cette vidéo. Avec ses tutos et ses séquences épiques, sa simplicité et son style, il va alors inspirer des milliers d'aspirants vidéastes à travers le monde, dont Bibi. S'en suivront ensuite tous leurs potes, les Matti Apoya, les Chris Howe, Jesse Driftwood, Peter Lindgren et j'en passe, qui amèneront tous une sensibilité différente, preuve qu'il y avait de la place pour tout le monde. À cette époque, c'est l'ère du b-roll à 120 fps. On aime écouter ses créateurs, on aime regarder les magnifiques images qu'ils créent, même s'ils sont juste en train de faire un café. Bon, ça par contre aujourd'hui il faut plus, ça fait totalement boomer, on ne fait plus de b-roll café, d'accord? Et pendant des années, ils vont régner en maître sur ce nouveau créneau de YouTube. Celui où on peut apprendre simplement à faire des vidéos extrêmement qualitatives juste en regardant des tutos. Encore plus fou, certains vont se servir de vidéos pour apprendre un nouveau métier. Genre moi. Le métier de vidéaste est en train de se populariser. Et dans le discours de ces créateurs, c'était pas simplement la technique qui comptait, c'était le rêve qu'ils vendaient, une certaine forme de liberté, d'aventure, et l'idée que tout le monde pouvait créer et s'exprimer à travers une caméra. Les abonnés affluaient, les vues explosaient, et les marques voulaient tout être associées à cette énergie. Pour parler un peu chiffres, en 2016, les vlogs de Casey Neistat atteignaient en moyenne 2 à 3 millions de vues par vidéo, par jour. Du coup, Peter McKinnon, lui, a atteint le million d'abonnés en moins d'un an, un record dans le domaine de la création vidéo à ce moment-là, tout en se différenciant de son aîné Casey. Il est clairement le seul sur son créneau et son personnage attachant, plus les conseils précieux qu'il distille dans ses vidéos, font de lui le maître incontesté du filmmaking de YouTube avant 2020. C'est donc tout simplement que le phénomène explose aussi dans notre hexagone avec des petits Frenchie filmmakers comme Olivier Schmitt, Charles Chillet, Grain ou Bibi. Et oui, parce que j'ai eu l'immense honneur d'être parmi les premiers Français à se lancer dans cette aventure et j'en suis très fier. Et c'est d'ailleurs grâce à cette tendance qu'aujourd'hui ma vie a totalement changé. Mais comme toutes les tendances et les modes, malheureusement, l'engouement pour le filmmaking ne pouvait pas rester éternel, ou du moins pas en l'état. Avant de vous raconter comment le filmmaking a décliné, laissez-moi vous parler du sponsor qui rend cette vidéo possible. Je veux bien sûr parler de MPB. Si vous ne connaissez pas encore, MPB c'est la plateforme parfaite pour vendre facilement votre matériel photo et vidéo. Vous le savez, en ce moment je suis dans une démarche un peu minimaliste et MPB c'est clairement un moyen d'atteindre ce genre d'objectif en te permettant de te séparer du matériel que tu n'utilises plus.
et en récupérer un petit peu de sous au passage. Un des aspects que j'apprécie chez MPB, c'est la simplicité du processus. Tout commence par un devis en ligne, vous indiquez le matériel que vous souhaitez vendre et MPB vous donne un prix instantanément basé sur des critères comme l'âge, l'état, la popularité de votre équipement. Une fois que vous êtes d'accord, vous envoyez votre matériel à MPB et là, une équipe de spécialistes inspecte chaque article pour s'assurer qu'il est conforme à leurs standards élevés de qualité. Ce qui est génial, c'est que vous pouvez vendre en toute confiance en sachant que votre matériel va avoir une seconde vie entre de bonnes mains. Et en plus, MPB s'engage pour une économie circulaire, ce qui signifie que vous faites un geste pour la planète en vendant et en achetant du matériel d'occasion. Si comme moi, vous avez du matériel qui traîne et que vous souhaitez faire de la place tout en gagnant un peu d'argent, MPB est définitivement la plateforme qu'il vous faut. En plus, leur service client est vraiment top et tous les liens sont en description. Vous pouvez y aller les yeux fermés comme d'habitude. Dans ce monde du filmmaking, petit à petit, quelque chose a changé. Déjà, ce qui était à la base un hobby pour beaucoup s'est transformé en réelle économie. Pour répondre à une demande toujours grandissante de qualité et de quantité, il faut du temps et du budget. Et tout ce petit monde commence donc à se professionnaliser. Et ça marche. Ça marche même très bien. Moi j'ai mis un peu de temps avant d'accepter de me faire payer et j'ai mis surtout du temps à comprendre qu'il n'y avait rien de mal à ça. Mais ça c'est une autre histoire, on en parlera dans une autre vidéo. Et qui dit business qui marche, dit de nouveaux prétendants. C'est ainsi qu'on verra arriver plusieurs vagues de créateurs. Certains qui reprendront les standards des précédents à leur sauce et d'autres qui vont juste tout exploser. Je pense notamment à la chaîne Make Art Now par exemple. Il commence alors à y avoir pas mal de monde sur le créneau. Et c'est ok, il y a de la place pour tout le monde. Bon, d'accord, les contenus deviennent un peu redondants à ce moment-là, mais chacun peut y trouver son compte et le public apprécie d'avoir plusieurs sons de cloche. Pourtant, à partir de 2021-2022, pour les créateurs, les vues commencent peu à peu à stagner, voire même à baisser pour certains. Jusqu'à en arriver pour Peter McKinnon et ses 6 millions d'abonnés à faire des vidéos qui ne dépassent pas les 80 000 vues. Là où on était systématiquement au demi-million à une époque. Et côté français, même constat, certains vont même jeter l'éponge ou changer de créneau carrément. Le filmmaking tel que promu par Casey et Peter aurait-il perdu de sa magie? Et si oui, pourquoi? Alors, pourquoi cette hype, ce côté extrêmement cool des Canadiens en One Wheel, s'est-il étiolé? On remarquerait que je dis étiolé et pas qu'il a disparu, parce que ça fonctionne toujours quand même. Moins, mais ça fonctionne quand même. Eh bien, plusieurs raisons expliquent ce phénomène. D'une part parce que la technologie évolue. Tout le monde a désormais un smartphone qui peut filmer en 4K et des outils comme Instagram ou TikTok ont totalement redéfini ce qu'est la vidéo moderne. Au début des vlogs de Casey Neistat, par exemple, je vous rappelle que le meilleur smartphone qui était disponible à l'époque, pour faire de la vidéo, c'était un iPhone 6. Voilà. Au fil du temps, le besoin de vidéos ultra stylisées a semblé disparaître ou du moins se transformer. On cherchait de l'authenticité, du contenu rapide et brut, plutôt que des séquences longuement travaillées. Et même en termes de qualité, faut avouer que les smartphones envoient du très lourd aujourd'hui. Pour que vous compreniez bien, en 2022, l'engagement sur les vidéos de long format a chuté de 15% sur YouTube, tandis que les formats courts comme les YouTube Shorts ou les TikTok ont connu une croissance de 35%. Clairement, ce qui fait mal à cette génération de filmmakers, c'est le contenu vertical. Parce que tenir son audience sur un vlog de 15 minutes ou sur un reel de 60 secondes, c'est pas du tout la même tambouille, c'est pas la même façon. Et ça, des créateurs nouvelle génération comme Adrien Père ou même les français Exio ou Hugo Bussy l'ont très bien compris et ont su tirer leur épingle du jeu avec du contenu vertical qui correspond à l'époque, pour moi, à ce que faisait Peter McKinnon. Le vertical ne remplace pas l'horizontal, mais il prend du temps et de la disponibilité aux viewers. On se dit, allez, je vais scroller 5 minutes, qui se transforme en 15 minutes, beaucoup plus facilement que, tiens, si je me lançais une vidéo de 10 ou 15 minutes sur YouTube. A l'inverse, le contenu très long, type 1 heure sur YouTube, se met à cartonner. Signe encore une fois que les recettes de la fin des années 2010 collent beaucoup moins aux attentes du public d'aujourd'hui. Alors, qu'est-il arrivé à cette génération de créateurs qui nous inspirait tant? Peter McKinnon, lui, continue de créer, mais il a diversifié ses contenus. Il parle pas mal d'argentique, du test de matériel, il y a du lifestyle, il fait moins de tutos d'ailleurs, et les vues ont clairement baissé, ça parle beaucoup moins de filmmaking. Casey, lui, a fait son retour, bien moins fréquemment que par le passé, et dans un registre beaucoup plus lifestyle. Il fait beaucoup moins de vidéos, mais elle tape le million assez facilement. Au final, les deux créateurs sont toujours là, mais le mouvement qu'ils ont initié s'est dissipé, il s'est diffusé, il s'est banalisé. La vérité, c'est que la vidéo est devenue accessible à tous, mais dans une forme beaucoup plus simple. Ce que Casey et Peter avaient apporté à l'époque était une explosion de créativité, c'était du jamais vu. Et ça a permis à toute une génération de créateurs d'arriver à faire les choses qu'ils pensaient impossibles. Avec quelques astuces et suffisamment de temps, ils ont créé des standards pour YouTube. Mais aujourd'hui, la consommation est plus rapide, plus spontanée. Les attentes ne sont plus les mêmes et les standards esthétiques ont évolué. Le filmmaking sophistiqué n'a plus du tout le même impact. Et les créateurs doivent s'adapter à un paysage qui valorise l'authenticité plutôt que la perfection et la technique. Alors, la hype du filmmaking est-elle vraiment terminée ?
Peut-être. Mais ce n'est en aucun cas la fin de la créativité, elle prend juste une forme plus démocratique, plus accessible. La technologie, elle continue d'évoluer et les créateurs doivent évoluer avec elle. Comme pour tout, certains créateurs ont ouvert la voie, mais c'est à une nouvelle génération de réinventer ce qu'est la vidéo sur YouTube aujourd'hui, et aux anciens d'évoluer avec eux. YouTube est loin d'être mort, pour preuve, la plateforme ne décroît absolument pas. Simplement, les habitudes de consommation changent. On aura toujours besoin de gens qui savent manier une caméra. Il y aura toujours une place pour les filmmakers parce que, quel que soit le matériel, l'important reste l'histoire et la maîtrise générale de la création vidéo. Et dans mon cas, j'ai toujours fait le choix de ne pas me consacrer à 100% à YouTube et de continuer de faire des prestats à côté, donc franchement, tout va bien. D'ailleurs, j'ai fait ma meilleure saison de mariage cette année et je vous explique comment juste ici.